l'éducation. C'est au niveau international aussi des objectifs de développement durable, mais aussi la conférence internationale sur l'alphabétisation. Maintenant, au plan national, il y a les États généraux de l'éducation en 1980. Il y a aussi la loi d'orientation 91-22 du 16 février 1991, les assises nationales de l'éducation, les concertations nationales sur l'avenir de l'enseignement supérieur. Et depuis plus de 20 ans, nous avons participé à plusieurs rencontres, tant au niveau national qu'international, dans le secteur de l'éducation. C'est pourquoi nous avons voulu capitaliser cette expérience et la partager avec les acteurs de l'éducation. C'est dans cette optique que nous avons pensé écrire ce livre. Oui, les grèves récurrentes dans le système scolaire sont au cœur de ce livre. Pourquoi vous êtes focalisé sur cet aspect? Oui, parce que depuis plus d'une décennie, nous avons constaté que l'école sénégalaise a été perturbée par ces grèves récurrentes dans le système éducatif. Donc nous avons connu une baisse de la qualité de l'éducation à cause de ces grèves qui étaient vraiment récurrentes jusque-là. Et donc c'est pourquoi nous avons aussi parlé de cette crise qui a trop duré dans le système éducatif. Et les causes principales, est-ce qu'aujourd'hui on a la possibilité d'identifier les causes principales, les causes légitimes, et qu'est-ce que vous préconisez? Oui, les causes légitimes, par exemple, c'est surtout à entendre, parce que moi personnellement, je me suis impliqué dans la résolution de ces crises en tant qu'acteur de l'éducation, en tant que membre du comité dialogue social secteur de l'éducation. J'ai participé à des négociations entre le gouvernement et les organisations syndicales. J'ai participé aussi à des signatures de protocoles d'accord entre les différents protagonistes. Mais il revient de temps en temps qu'il y a un non-respect des engagements tenus par le gouvernement, que les syndicalistes n'essaient de quand même de... Alors, est-ce qu'on peut essayer avec vous de comprendre comment est-ce qu'on en est arrivé là? C'est-à-dire que ce processus, parce que même ces grèves récurrentes sont l'aboutissement d'un long processus, Est-ce qu'aujourd'hui on peut revenir sur les causes et les éléments qui peuvent expliquer ce que nous vivons aujourd'hui? Oui, parce que si vous revenez aussi, si vous parcourez les plateformes revendicatives des organisations syndicales, nous y retrouvons la plupart sur ces points-là. Ce n'est pas, contrairement à ce que plusieurs personnes pensent, ce n'est pas tout simplement des points qui concernent le ministère de l'Éducation nationale. Parce qu'il y a d'autres points qui concernent d'autres ministères. Par exemple, le ministère de la fonction publique, sur le reclassement, les avancements des enseignants. Il y a le ministère de l'urbanisme et de l'habitat, sur les logements des enseignants. Il y a le ministère des Finances, sur les rappels, etc. Le reclassement aussi à ce niveau-là, pour que les enseignants, pour leur avancement et leur grade. Là aussi, c'est différents ministères qui, par exemple, sont autour de cette plateforme revendicative des organisations syndicales. Et là aussi, lorsqu'on a vu un Premier ministre, c'est le Premier ministre qui coordonnait, parce que ce n'est pas un seul ministre, et un ministre ne peut pas convoquer son collègue. Mais maintenant, après le Premier ministre, le président de la République avait nommé un coordonnateur du monitoring, à la personne du docteur Cheikh Kanté, qui coordonnait un peu les différentes actions qui coordonnait un peu le suivi du protocole d'accord. Alors, chaque année, ce sont pratiquement des doléances qui reviennent, suivies de grèves. L'école sénégalaise ne connaît plus de stabilité. Qu'est-ce qui l'explique? Est-ce que l'espace scolaire est devenu un espace politisé? Oui, ce n'est pas un espace politique politisé, parce que le secteur de l'éducation est un secteur très sensible. Parce que nous avons presque une quarantaine d'organisations syndicales dans le secteur. Maintenant, avec l'élection de représentativité, il y a eu 7 syndicats les plus représentatifs qui partent dans des négociations avec le gouvernement. Mais ce que nous constatons, que là, comme je l'ai dit tantôt, ce sont presque les mêmes points qui reviennent dans les grèves des syndicats. C'est des problèmes de valorisation de la fonction enseignante d'une manière générale, leur indemnité, leur situation sociale avec les logements, leur avancement, etc. Mais qu'est-ce qui a dévalorisé la fonction enseignante? C'est ce que j'ai dit, ce qu'on dit, ce qui a dévalorisé. Est-ce que c'est un problème de volonté politique? Est-ce que ce sont les autorités qui ne croient plus au service public de l'éducation? Bon, on ne peut pas dire que les autorités ne croient pas au service public, parce que ça dépend aussi des autorités. Si nous prenons par exemple l'actuel président de la République, même au dernier conseil des ministres, l'avant-dernier conseil des ministres, il a lui-même demandé à ce que les ministres quand même négocient, discute avec les différents acteurs pour essayer de régler le problème. Ça, c'est des déclarations d'intention. La réalité, je veux dire, monsieur C. Oui, dans un conseil une haute autorité comme le président de la République, dans un communiqué de conseil des ministres, maintenant c'est en charge au ministre chargé de gérer le secteur d'appliquer ces instructions du président de la République.
La vision, c'est le président de la République. Voilà, c'est la vision. Mais la mise en œuvre, cette vision-là, c'est avec le ministère et les différents acteurs, dont les organisations syndicales. Mais est-ce que dans votre livre, vous avez fait état également du manque de niveau, même au niveau des écoles? Je ne dirais pas du manque de niveau des élèves, mais du manque de niveau également de certains enseignants. Qu'est-ce qu'il explique? Oui, je dis, il y a une baisse de niveau d'une manière générale, aussi bien au niveau de certains enseignants, mais aussi au niveau des élèves, parce que c'est la formation, parce qu'on doit respecter le quantum horaire dans les établissements scolaires. Si le quantum horaire n'est pas respecté, du coup, ça peut quand même avoir un impact sur le niveau des élèves, aussi bien des élèves que des enseignants. Donc, j'ai effectivement abordé... Est-ce que cela veut dire que tout le monde peut devenir enseignant? J'ai aussi abordé d'autres questions. L'éducation, ce n'est pas tout simplement le formel, parce qu'il y a aussi le non formel, l'alphabétisation, les langues nationales, qui maintenant est un parent pauvre de notre système éducatif. Alors finalement, c'est même le service public de l'éducation qui est devenu le parent pauvre, parce qu'aujourd'hui, il suffit que tu aies un minimum de moyens. Ton enfant va systématiquement au niveau des écoles privées, dans le privé, parce qu'au moins à ce niveau, il n'y a pas de grève, le taux d'encadrement n'est pas aussi important, n'est pas aussi faible que dans l'éducation nationale. Comment faire pour retrouver, pour permettre au service public de l'éducation de retrouver ces lettres de noblesse? Comme vous l'avez dit aussi, je pense que la gestion d'un ministère ou bien d'une politique comme l'éducation, ça suppose quand même ce qu'on appelle le partenariat très dynamique, non seulement entre le ministère et les autres acteurs de l'école. Nous, par exemple, nous sommes des acteurs de la société civile active en éducation. Il y a aussi les syndicats d'enseignants, les parents d'élèves. Donc, il ne faut pas qu'il y ait une gestion solitaire de l'éducation. Donc, quand on gère qu'il y ait un partenariat dynamique entre les différents... Est-ce qu'il n'y a pas ce partenariat dynamique? Oui, nous avons constaté qu'actuellement, avec l'actuel ministre, il y a ce qu'on appelle une gestion, un partenariat dynamique avec les différents acteurs de l'école, notamment dans la gestion de la crise Covid au niveau de l'école sénégalaise. Il n'y a pas que cette affaire de la gestion Covid, c'est une gestion globale. C'est une gestion globale. J'ai dit notamment dans la crise, mais nous pensons... Et dans la gestion inclusive. Voilà, dans la gestion inclusive. Est-ce qu'il le fait? Actuellement, l'actuel ministre implique les différents acteurs de l'école. Ce n'est pas ce que certains enseignants disent, en tout cas. C'est pas? Ce n'est pas ce que certains enseignants disent. C'est ce que certains enseignants disent. En tout cas, nous, pour le moment, je dis pour le moment, nous, les différents acteurs, et même certains enseignants, parce que nous, dans nos organisations de la société civile, actives en éducation, il y a des enseignants même qui sont dans toutes les régions du Sénégal. Donc là, même dans les comités de veille et d'alerte, parce que le ministère de l'Éducation, ce n'est pas tout simplement au niveau du cabinet des ministres, parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle les inspections d'académie et les inspections de l'éducation et de la formation. Donc à ces niveaux aussi, les différents acteurs de l'école sont associés dans les mesures prises par l'éducation. Est-ce que c'est un milieu à assainir aujourd'hui? Est-ce que c'est un milieu où on retrouve des gens qui ont usurpé, qui ne devraient pas être là à tous les niveaux, aussi bien de la société civile, des différents acteurs? Une porte ouverte à tout le monde. Ouais. Est-ce que c'est un milieu à assainir? Oui, c'est un milieu à assainir. Bon, dans la mesure où il faut quand même développer des stratégies pour tout ce qu'on peut faire pour développer l'école sénégalaise, pour que l'école sénégalaise encore puisse retrouver son liste d'antan. Elle n'est plus une réalité. Le service public de l'éducation aujourd'hui n'est plus une réalité. Même les acteurs, y compris les ministres, sont aujourd'hui au niveau des écoles privées. Oui, au niveau des écoles privées. Mais je pense que même ces dernières années, et même avec la période de Covid, nous avons vu qu'il y a quand même eu des problèmes dans certaines écoles privées. Ce n'est pas tout simplement au niveau du public, parce que les écoles publiques ont pu quand même poursuivre les enseignements à travers téléécole, à travers, etc., d'autres formes d'éducation à distance, alors qu'il y a eu des problèmes dans certaines écoles privées. Ça, on l'a vu avec cette Covid-là. Oui, mais comment permettre à l'école sénégalaise, le public de retrouver ses lettres de noblesse? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Parce que c'est un secteur qui est extrêmement libéralisé aujourd'hui. Oui, c'est ce que j'ai dit. Pour vraiment que l'école puisse retrouver son liste d'antan, il faut aller vers un partenariat très dynamique pour qu'il n'y ait pas une gestion solitaire de l'école par les autorités éducatives du pays. Il faut qu'il y ait quand même... L'éducation, c'est une question de souveraineté, monsieur Si. Oui, une question de souveraineté. Mais on ne peut pas permettre à chacun de venir mettre ses sous, d'ouvrir des écoles par-ci, par-là. Ce n'est pas possible. C'est une question de souveraineté. C'est une question de souveraineté. Mais il y a des partenariats. Pas tout simplement avec l'État du Sénégal, mais aussi avec des partenaires au développement. Est-ce que ça, ce n'est pas le danger? Est-ce qu'aujourd'hui, parce que ces partenaires internationaux
quand ils mettent leur argent, il y a les termes de référence derrière, il y a les comptes, c'est pas de bons samaritains. Est-ce qu'à ce niveau aussi, l'État du Sénégal ne devrait pas faire des efforts conséquents pour prendre en charge définitivement les problèmes liés à l'éducation? Oui, parce que aussi le Sénégal ne peut pas être une exception à la règle en matière d'éducation. Au niveau mondial, c'est-à-dire, au niveau mondial, il y a l'UNESCO, une institution internationale qui coordonne l'éducation au niveau mondial. Oui. Et maintenant, tous les pays s'inscrivent dans cette coordination en attendant. Parce que j'ai parlé tantôt, le Sénégal s'est inspiré des grandes conférences, des conclusions et des recommandations des rencontres internationales, comme la rencontre de Jomsien en Thaïlande, comme le Forum mondial éducation qui s'est tenu à Dakar, etc. etc. Donc, oui, il y a les ODD, les objectifs de développement durable, etc. Il y a aussi le paquet. Mais ces forums ne sont pas, aujourd'hui, n'ont pas été des solutions durables pour aider notre éducation. Oui. Notre éducation nationale. Malgré toutes ces rencontres internationales, toutes ces conventions qui ont été signées par-ci et par-là, l'éducation nationale aujourd'hui est presque à genoux. Oui, l'éducation nationale, je veux dire, ça c'est au niveau international. Mais au niveau national, nous avons un programme. On a mis en place au Sénégal ce qu'on appelle le paquet. Un programme d'amélioration pour la qualité de l'éducation et de la transparence. C'est à travers ce paquet que se retrouvent l'ensemble des acteurs pour la définition et la mise en œuvre de l'éducation dans ce pays. Maintenant, coordonné, comme vous l'avez dit, par un ministre qui est chargé, qui représente l'État, qui est chargé d'exécuter. Qu'est-ce que le paquet a produit? Le paquet a produit. Qu'est-ce qu'il a produit, le paquet? Est-ce que le paquet a été évalué? Le paquet, c'est pour une période de plus de 10 ans. Mais il faut des évaluations. Il y a des évaluations à mi-parcours, il y a des évaluations périodiques. Oui. Maintenant, dans le paquet, comme je dis, c'est à travers une gestion consensuelle. Est-ce qu'il y a une valeur ajoutée? Il y a une valeur ajoutée parce que si nous, par exemple, nous voyons le nombre de classes qui sont construites, le nombre de lycées, le nombre de collèges. Les abris provisoires aussi. Il ne faut pas parler de classes comme ça. Jusqu'à présent, il y a des abris provisoires. Jusqu'à présent, oui. Il y a des classes à double flux, il y a des problèmes dans certaines zones. Il y a certaines zones, oui, ça existe. En temps de Covid, par exemple, il y a quand même des acquis. En temps de Covid, on voudrait qu'il y ait une distanciation physique. Il faut quand même reconnaître quand même qu'il y a des acquis en matière de construction. Il n'y a pas d'eau dans certaines écoles, tout ça. Oui, ça, il n'y a pas d'eau dans certaines écoles. Il y a des problèmes, mais quand même, il faut reconnaître qu'il y a des acquis avec le paquet. Dans certaines zones. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous devriez faire une cartographie des problèmes de l'école sénégalaise un peu partout au Sénégal, une cartographie? Est-ce que vous pouvez nous dire les points rouges, les points à problème qui résistent au temps, qu'on n'arrive pas à régler? Je parle de l'équité, je parle aussi de l'égalité des chances. Il y a plus de problèmes. Oui, je pense que Bint l'a touché tout à l'heure. Il y a le problème des abris provisoires qui ne sont pas résorbés dans certaines zones, dans certaines localités du pays où il pleut. Aussi, il pleut très tôt, par exemple. Et là, avec des abris provisoires, dès qu'il y a la pluie, les élèves ne peuvent plus aller à l'école. Il y a un problème d'équipement des salles de classe. Il y a un problème de surcharge de certaines classes, des classes pléthoriques. On a eu des problèmes même avec la Covid. Quand on parle de distanciation physique, il faut réduire le nombre de classes. On a eu ces problèmes-là. Il y a un problème, comme l'a dit, de la formation, de l'enforcement des capacités des enseignants. Le déficit d'enseignants. Le déficit d'enseignants. Tout ça, c'est des problèmes de l'école sénégalaise. Mais néanmoins, on est en train de voir, comme je vous l'ai dit tantôt, avec le paquet et des moyens du budget du ministère de l'Éducation nationale, comment essayer de... Est-ce que le budget du ministère de l'Éducation nationale est conséquent? 40% quand même. Moi, je ne sais pas si c'est 40%, parce qu'on dit 40%, mais est-ce que c'est 40% du budget? En tout cas, c'est ce qu'on dit, en tout cas, depuis toujours. Voilà, c'est ce qu'on dit.